Il y a un phénomène assez étrange dans la musique, et honnêtement pendant longtemps je me rendais pas trop compte. C'est qu'il y a des compositeurs, avant même d'envoyer une prod, ils ont créé toutes les opportunités qu'ils ont envie de créer. Vraiment, avant même d'avoir proposé quoi que ce soit, avant même d'avoir montré leur travail. Et quand tu regardes ça de l'extérieur, t'as l'impression que ces gens-là, ils ont juste plus de réseau que toi. Qu'ils ont peut-être plus de chance aussi. Ou alors qu'ils connaissent les bonnes personnes qui les emmènent dans les bons environnements au bon moment. Donc naturellement, ça emmène beaucoup de compositeurs à se dire la même chose à la fin. Lui, il connaît du monde, et il a déjà un réseau fort et il sait comment créer un réseau. Et cette conclusion, bah forcément, elle est rassurante parce qu'elle permet d'expliquer quelque chose qu'on comprend pas. Parce que si ta logique de développement, de trajectoire de composition, bah ça devient uniquement le réseau par exemple, bah alors ta logique, ça devient uniquement bah quand j'aurai plus de réseaux et plus de contacts, bah là ça fonctionnera pour moi. Sauf que dans la réalité, il y a des compositeurs qui ont énormément de contacts, mais alors de manière indécente. Et pourtant, il n'y a absolument rien qui bouge autour de ce qu'ils font et ils arrivent jamais à aucun résultat. Et à l'inverse, tu as des compositeurs qui ont très peu de contacts, qui sont dans leur coin, qui sont pas forcément connus, on sait pas ce qu'ils ont fait réellement et tout, et pourtant en fait ils arrivent à créer des opportunités partout où ils vont, à chaque fois qu'ils parlent avec quelqu'un, et ce qui fait que bah, dès qu'ils travaillent avec une personne, ou dès qu'ils s'approchent d'une personne, ou dès qu'une personne s'approche d'eux, bah, ça crée immédiatement une connexion qui les emmène aux bons endroits. Et évidemment, bah, tu préfères être le deuxième profil que le premier profil. Et ça explique évidemment le sujet de cette vidéo aujourd'hui. C'est que les opportunités, ça se crée pas juste autour de ta musique. Ça se crée autour d'une perception qu'on a de toi, autour d'une cohérence et autour d'une dynamique générale. Donc aujourd'hui, on va voir comment certains compositeurs donnent envie de travailler avec eux avant même d'avoir envoyé une prod ou d'avoir montré leur travail, pourquoi naturellement ils arrivent à s'attirer des opportunités, et surtout comment est-ce qu'on peut essayer de construire ça nous aussi. Premier point, c'est que souvent cette différence, elle se construit pas autour de la musique. Ça commence bien plus tôt. Ça commence dans la manière dont la personne se présente, dans la manière dont la personne va parler, les mots qu'elle va employer, la façon dont elle va tourner ses phrases, enfin, dans sa manière de communiquer aux autres. Et ça crée un premier point de discorde. Il y a beaucoup de compositeurs, quand on va parler avec eux, on va se rendre compte qu'ils cherchent à attirer quelque chose à eux, en tout cas qu'ils courent après quelque chose. Ils vont chercher une validation, ils vont chercher une opportunité, peut-être une réponse ou une ouverture, n'importe. Ils vont chercher quelque chose et tu vas le sentir direct. Et le problème, c'est qu'ils vont essayer de ne pas paraître rechercher ça, sauf que bah, ça va se lire entre les lignes. Et donc ça va être grillé direct. Et donc ça crée une dynamique. Et cette dynamique, on va la ressentir, et cette dynamique va faire qu'une personne va avoir envie de travailler naturellement avec toi ou non. Typiquement, les gens qui vont courir après tout le monde pour essayer d'avoir une opportunité, ou les gens qui vont rechercher ta validation pour avoir l'impression de peser quelque chose, ou alors d'être quelqu'un dans l'industrie, ou qui vont regarder en fait que tes validations extérieures et ta preuve sociale, et qui vont naturellement te montrer qu'en fait la seule chose qui porte leur regard sur ce que tu fais, c'est la preuve sociale que tu peux avoir. Et malheureusement pour ces gens-là, fonctionner comme ça, la seule chose que ça va leur ramener, c'est aucune opportunité, personne qui va réellement les prendre au sérieux, et surtout, pour avancer dans un milieu comme la musique, si tu commences à fonctionner comme ça avec les gens, tu vas passer à côté de 90% de la connaissance que tu peux acquérir et qui va, elle, te permettre de réellement avancer. Et surtout, il y a un effet qui se passe à partir du moment où quelqu'un commence à vraiment réussir dans la musique. Ben, c'est que la preuve sociale, finalement, ça va de moins en moins l'intéresser. Et il va être de moins en moins impressionné par quelqu'un qui a une preuve sociale. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà réussi ses objectifs, il a déjà son placement de rêve, ses disques d'or, ses disques de platine, et en fait, il n'a pas besoin de venir travailler avec des gens qui ont ces certifications-là, ou qui ont cette preuve sociale-là, ou qui ont travaillé avec un tel. Il s'en bat les couilles. Il veut juste faire du son avec des gens qu'il trouve sympas, qu'il trouve agréables, qu'il trouve respectueux et qu'il trouve bons. Et donc ce truc d'aller vers des gens pour leur preuve sociale et de les regarder de cette manière-là, déjà ça leur montre que tu les regardes de cette manière, tu vas le montrer indirectement dans ta façon d'être, dans ta façon de te présenter face à la personne. Et surtout, tu vas montrer à cette personne-là que tu as un gros complexe avec toi-même. C'est que tu ne te penses pas légitime en tant que compositeur parce que tu n'as pas tel placement ou tel disque d'or. Et ça casse toute la perception que la personne va avoir et de toi et du travail que tu vas lui présenter. Donc, si je pouvais te le résumer en une amélioration à faire de ton côté, ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est que t'omettes complètement l'aspect au succès quand tu vas parler avec des gens et quand tu vas te rapprocher de certaines personnes et que tu te dises est-ce que quand je vais vers ces personnes-là, par exemple que je leur envoie un message ou que je leur envoie un mail, ou que je vais les voir directement en vrai, est-ce que je viens leur proposer quelque chose, naturellement, parce que j'aime ce qu'ils font, parce que je suis un passionné de musique et j'ai envie de composer par exemple avec ce compositeur que je trouve trop fort, ou alors
Est-ce que je viens en montrant que je cherche quelque chose, que je cherche une approbation, que je cherche une validation, que je cherche, je sais pas, une certaine forme de respect pour avoir l'impression que moi aussi j'existe et que moi aussi j'ai une valeur en tant que compositeur. Et donc si t'as l'impression que t'es encore dans ce truc de je cherche une validation en tant que compositeur et donc que tu arrives à te rendre compte, parce qu'il faut arriver à se rendre compte aussi que t'as un complexe, il va falloir faire un gros travail là-dessus parce que ça va te faire beaucoup plus de portes que ce que tu imagines et surtout ça va pas donner envie à qui que ce soit de travailler avec toi. Et donc à cette étape, normalement, on a réglé ce premier problème. On arrive à la deuxième problématique. C'est bien beau d'être dans cette position où tout va bien, on avance, ouais, ça va, tout se passe bien avec la personne, le contact humain passe. Et maintenant, la personne avec qui tu as envie de travailler et qui a un sacré niveau, qui a déjà quand même, mine de rien, une qualité musicale ou une qualité business vraiment supérieure, il faut aussi qu'elle ressente la qualité chez toi. À ce moment-là, ces mecs-là, ces compositeurs qui arrivent tout le temps à se créer des opportunités, ils ont quelque chose que peu de personnes ont. C'est un catalogue. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de compositeurs qui ont des prods et des prods et des prods et des prods d'empilés dans leur disque dur. Mais c'est un catalogue qui raconte rien de vraiment personnel, de vraiment authentique, de vraiment identifiable. Et donc en fait, ils ont beau bien se présenter, ils ont beau avoir fait, on va dire, passer la première étape comme il le faut, quand arrive le moment de décision, c'est-à-dire est-ce qu'on va travailler ensemble, est-ce que cette personne, j'ai vraiment envie de travailler avec elle, elle m'apporte quelque chose et tout, ils vont se rendre compte qu'en fait, non, tu vas rien leur apporter parce que tu n'as pas du tout le niveau, ou en tout cas, tu n'as pas du tout le recul suffisant sur ton catalogue pour pouvoir leur proposer quelque chose de vraiment indispensable. Et si t'es pas indispensable, et si tu deviens pas une personne dont la personne a besoin pour se développer, plus elle est à un niveau important, plus elle a des réussites, et plus cette personne-là a accompli, entre guillemets, ce qu'elle voulait accomplir, plus tu deviens inutile. Et à partir du moment où quelqu'un découvre ton univers, il va pas le décortiquer pendant des heures en se posant comme toi tu te poses sur tes propres prods. Son cerveau, il va faire quelque chose de beaucoup plus simple, c'est qu'il va chercher un raccourci. Il va chercher très vite à comprendre qui tu es, ce que tu apportes, et est-ce qu'il y a un contexte comme ça naturellement qui vient, dans lequel il pourrait avoir besoin de toi. Et donc ça va créer, si on peut la résumer comme ça, une question qui peut paraître anodine mais qui est super importante. C'est dans sa tête, au final, ça va se résumer comme cette personne, je la place où? Si par exemple tu fais des bonnes mélos, mais elles sont pas non plus incroyables, est-ce qu'il a vraiment besoin de toi en tant que sample maker? Pas forcément. Parfois tu peux faire des samples qui sont pas fameux, mais par contre ils sont super bien faits pour l'industrie. Et alors là, il va se dire, ok, ça il me manque ça si je veux placer de manière régulière. Mais bon, c'est pas dingue, c'est pas forcément les samples que je préfère, mais cette personne elle m'est utile parce que j'ai du mal à trouver quelqu'un qui saisit les placements types de l'industrie. Et donc, si je travaille avec cette personne-là, là je vais pouvoir avoir accès à plein d'artistes à travers des nouveaux placements, par exemple. Donc là, tu prends une place. Par exemple, cette personne va se rendre compte que, bon, peut-être que ta musique est pas dingue, mais par contre, ton sound design et ta manière de mixer, de masteriser, ta manière d'amener des éléments organiques dans ce que tu fais et tout, ça c'est une folie. Et du coup, là tu vas prendre une autre place. Et peut-être que cette personne va se dire, bon, c'est pas un aussi bon compositeur que moi, par contre sur la partie business, bordel, il s'y connaît. Hein. Donc ça pourrait valoir le coup que je travaille avec cette personne, mais plutôt sur autre chose. Et tu vas créer un lien en fait avec cette personne, autrement, au début. Mais tu vas créer un lien et tu vas te créer des opportunités avec cette personne-là. Bref, tout ça pour dire que, en tout cas, si tu veux convaincre quelqu'un avec ton catalogue, il faut que tu aies un catalogue qui soit structuré. Donc il faut que tu aies un catalogue qui soit cohérent, dans lequel on comprenne tes points forts et dans lequel on a envie de travailler avec toi. Et pour ça, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut déjà que tu travailles vraiment pour avoir vraiment une qualité de production. Parce que maintenant, c'est devenu super facile de faire des bonnes prods. Mais alors faire des prods qui sont authentiques, qui ont une personnalité et qui te correspondent réellement et où on sent que c'est toi, ça c'est une autre histoire et ça demande du travail, ça demande du temps et c'est normal, il n'y a rien qui se construit en 2 jours. Ça demande vraiment une passion et une patience immense pour pouvoir construire vraiment une qualité musicale qui reflète vraiment à 100% ta personnalité et qui reflète ce que tu es. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, un seul regard, c'est rarement suffisant. Donc tu as plusieurs possibilités. Première possibilité, tu vas travailler avec des gens qui vont te donner un regard extérieur sur ce que tu fais. Donc ça peut être quelqu'un qui t'accompagne dans ton développement de trajectoire et de direction de carrière, de composition, ou ça peut être quelqu'un qui va
être quelqu'un de proche de toi, qui te connaît bien, par exemple, je sais pas, un ami, qui a une certaine connaissance musicale, en tout cas, vous avez des goûts en commun, vous vous connaissez bien et tout, et donc vous êtes capable vraiment de vous apporter quelque chose dans une analyse, ou par exemple, je sais pas, vous allez tous les deux écouter un album et vous allez vous retrouver sur les mêmes points, ou alors sur les points de discorde, vous allez vraiment avoir une argumentation où vous vous comprenez, et ben cette personne-là, tu peux l'utiliser pour te faire un maximum de retours sur ce que tu fais. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec son expertise à elle, une expertise qui est peut-être pas une expertise de professionnel de la musique, mais une expertise de personne qui écoute beaucoup de musique et qui finalement est passionnée, elle va aussi te permettre de pouvoir prendre du recul. Moi par exemple, c'est ce que je fais. Quand j'ai commencé, même encore maintenant, ça m'arrive d'aller vers des personnes avec lesquelles je travaille pour leur dire « Bon là, est-ce que tu peux me faire un retour vraiment précis sur ce que je fais en ce moment et tout, pour que je vois ce que j'ai à améliorer ?» Des fois, c'est aussi une excuse pour moi pour aller faire du réseau avec d'autres personnes, et ça marche très bien. Mais j'ai aussi mes meilleurs amis qui sont des grands passionnés de rap, de hip-hop en général, pardon. Donc rap, R&B. Le grand avantage de leur demander, c'est que déjà ce sont des passionnés, c'est qu'on écoute la même musique, c'est que moi je produis dans ces styles-là. Et donc en fait, quand je leur montre des prods, derrière eux ils me font des retours dans tous les sens. Et en fait tous ces retours-là, moi ça m'enrichit. Et comme régulièrement je leur montre ce que je fais, régulièrement j'ai leurs retours et finalement, j'ai le meilleur des deux mondes parce que j'ai à la fois d'un côté des professionnels qui voient les choses de manière quand même professionnelle aussi à un moment donné, en dehors d'être passionnés, ils sont quand même dans le game et tout, donc c'est normal quand on est dans le game, on a un peu plus envie de trouver une manière de faire en sorte que, je sais pas, notre musique soit écoutée ou que notre musique, là je parle de composition, donc que nos compositions soient placées ou n'importe. Alors que dans la partie vraiment, en parler avec tes amis, là c'est vraiment... purement, ils vont te dire ce qu'ils en pensent, ils vont te donner plein d'avis par rapport à ce que juste eux ressentent. Et donc, avoir ces deux mondes-là qui se mélangent, toi, ça te donne un ordre d'idée de ce que les gens peuvent penser vraiment de ta musique, et ça te permet de piocher là-dedans ce qui te semble le plus intéressant. Et ça fait une énorme différence forcément dans ta production, parce que tu as plein de points de recul, tu as plein de points de comparaison, et des fois tu as des choses qui vont se contredire, donc tu te dis comment est-ce que je fais pour concilier les deux, et enfin bref, et tu vas trouver plein de choses à travers ça, plein d'infos à travers ça qui vont faire que tu vas avoir des résultats qui vont vraiment progresser. Et ça évidemment, c'est très important, et je te rappelle, prendre du recul sur ce que tu fais, avoir un regard extérieur, alors que ce soit amical mais aussi un point de vue extérieur aguerri vraiment de l'industrie, c'est quand même quelque chose qui va vraiment t'aider à développer ton catalogue. Bref, en tout cas, première étape, c'était savoir se présenter et savoir se mettre dans une condition mentale aussi qui te permet de pouvoir être mis dans un rapport de force égal aux gens que tu veux rencontrer, avec lesquels tu as envie de travailler. Et deuxième chose, ça va être évidemment d'avoir un catalogue qui est vraiment solide, parce que comme disait Murda Beats, 80% business, 20% musique. Donc les 80% business, ils sont essentiels, parce que c'est ce qui te permet de pouvoir avancer, mais les 20% musique, si tu les as pas, ça marche pas non plus. Donc, faut être présent avec un catalogue. Maintenant qu'on a fait ces deux premières étapes, on passe à la troisième. Et la troisième, c'est le principe de réduire les frictions. C'est une erreur chez beaucoup de compositeurs, mais ils pensent que la seule chose qui va les différencier, c'est leur talent, la qualité de leur musique, et comme si ces deux choses-là allaient suffire à faire tomber par magie des opportunités. Donc naturellement, ils passent énormément de temps à essayer d'améliorer ce qu'ils produisent. Alors c'est une très bonne démarche à la base, mais forcément, c'est pas une démarche qui est suffisante pour pouvoir se développer un réseau et de pouvoir se développer une manière de pouvoir, par exemple, je sais pas, vendre les prods ou les placer ou n'importe. C'est pas suffisant d'avoir juste le niveau. Comme on a dit un peu plus tôt dans la vidéo, 80% business, 20% musique, d'après Murda Beats, une grande référence, il faut les deux. Les deux sont essentiels, mais il faut les deux. Et il faut aussi comprendre, quand tu veux te rapprocher d'un artiste, que un artiste, c'est pas juste l'artiste en lui-même, surtout quand on va chercher à viser des artistes qui sont vraiment implantés dans l'industrie. C'est un DA, c'est un ingé son, c'est un pool de compositeurs déjà présents, parfois depuis des années. Donc c'est pas juste une histoire de tu proposes de la bonne musique, ils prennent et basta, au revoir. Non, c'est une histoire aussi de confiance, c'est une histoire aussi de business, c'est une histoire aussi de qui tu es à leurs yeux. Tout ça, ça compte. Donc en fait, l'environnement de cet artiste, c'est un environnement qui est déjà réel, qui est déjà en mouvement, et qui a déjà tout un fonctionnement et tout un système. Et dans tout cet environnement-là, il y a souvent aussi des décisions à prendre avec une quantité d'énergie mentale, on va dire, qui va être faible. Donc toi, ton travail à toi, c'est de réduire au maximum la friction
pour faire en sorte que ton travail arrive aux oreilles de l'artiste. Pourquoi on parle de friction ici? Parce que c'est pas que ces gens-là, ils sont flemmards ou paresseux ou qu'ils en ont rien à foutre du travail des autres. Pas du tout. C'est pas parce que non plus ils ont pas envie de découvrir de nouveaux humains et de collaborer avec de nouvelles personnes qu'ils trouveraient intéressantes. Absolument pas non plus. C'est juste une logique de hiérarchie. Plus quelque chose te demande un effort de compréhension, plus tu dois aller chercher pour avoir quelque chose que tu peux avoir beaucoup plus facilement, bah moins tu vas aller le chercher. Pourquoi? Parce que arrive un niveau où la réalité d'un artiste qui fonctionne, c'est plus est-ce que je vais faire de l'oseille, c'est comment est-ce que je réduis mon temps pour pouvoir avoir le temps de faire un maximum de choses, à avoir un petit moment dans ma semaine pour me reposer. Donc on n'est plus du tout sur les mêmes échelles de valeur. Là où toi, tu essayes de le faire, donc tu essayes d'avoir une opportunité, d'avoir une réussite, d'avoir, je sais pas, un aspect financier qui va se développer, mais la personne en face de toi, elle, ce qu'elle cherche, c'est réduire son temps de travail et elle cherche à réduire aussi sa dépense mentale. Donc cette personne-là, elle, ce qu'elle cherche à gagner, c'est du temps. Je te prends un artiste, il a un pool de compositeurs, il a déjà un ingé son qui lui envoie des prods aussi. Ou en tout cas qui va en chercher chez d'autres compositeurs pour lui envoyer, pour lui placer ça en session. Pourquoi est-ce qu'il irait s'embêter à aller regarder des mails de mecs qu'il connaît même pas, alors qu'il a déjà une équipe avec qui ça marche, depuis des années il travaille avec eux, il a déjà des automatismes avec eux. Mais il n'a aucune raison de le faire. Donc il va pas le faire, tout simplement. Parce que son énergie mentale, il va la conserver en faisant au plus simple, parce que c'est naturel et parce que c'est ce qu'il recherche, parce que lui c'est ça, il est là son gain à l'artiste. Donc il va aller chercher ce qui va être le plus simple pour lui, c'est-à-dire travailler avec les gens avec qui il travaille déjà et qui vont lui faire de nouvelles propositions, plutôt que d'aller chercher à diguer lui-même dans une boîte mail qui ne lui sert plus finalement, des potentiels compositeurs qui pourraient lui apporter quelque chose qu'il ne lui apporte pas de base. Donc ton travail à toi, c'est réduire cette friction-là. Si tu envoies à Travis Scott des mails alors qu'il ne sait pas quitter, bah, évidemment, il y a une chance, mais infinie, qu'il écoute même juste ce que tu fais. Que par contre, si tu passes par son ingé son ou son directeur artistique et que c'est lui qui propose pour toi, bon bah là, forcément, ça change tout. Maintenant, comment est-ce qu'on réduit la friction? Bah, il y a plusieurs possibilités, mais je vais t'en donner une aujourd'hui, qui pour moi est la plus simple à mettre en place et la meilleure, je trouve, c'est de te rapprocher de personnes qui travaillent avec l'artiste avec lequel tu as envie de travailler. Ça peut être un compositeur qui travaille avec, mais ça peut être aussi un ingé son par exemple. Et ces gens-là, tu vas t'approcher d'eux et tu vas essayer de rentrer dans le système à travers ces personnes-là. Pour rentrer dans le système à travers ces personnes-là, il n'y a pas 1 million de possibilités, mais notamment une de ces possibilités, c'est que le fait de défendre tes titres, ça leur apporte quelque chose. Par exemple, je te prends les ingé-sons. En général, les ingé-sons, ils sont mal payés et en plus, en général de ça, les ingé-sons, ils n'ont pas de droit. Ils ont juste un cachet, ils vont mixer une prod ou faire une session studio, ils vont récupérer un cachet pour ça, mais ils vont pas récupérer de droit. Donc en soi, l'exploitation de l'œuvre, ça va rien leur changer en termes de revenus. Bah toi, en tant que compositeur, tu as des droits. Tu peux jouer là-dessus. Tu peux te dire, tiens, quand je fais un placement, j'ai ma part de compositeur, mais j'ai aussi ma part de publishing. Bah pourquoi je filerais pas une partie de ma part de publishing à cet ingé son en échange qu'il place mes prods? Et l'ingé son, bah lui, en fait, maintenant, il y gagne quelque chose à proposer ton travail. Donc là, tu viens de rentrer dans le système et là, tu viens d'inverser la difficulté. Tu viens de passer de « c'est difficile de rentrer dans le système pour pouvoir proposer mon travail à un artiste » à « il y a quelqu'un qui est en train de me mettre en valeur littéralement pour pouvoir proposer à l'artiste mon travail ». Pourquoi? Parce que lui aussi, il y gagne. Alors, bien sûr, on va pas se mentir, ça demande d'avoir évidemment les qualités musicales et de savoir faire en sorte que ce que tu proposes à l'ingé son, ce soit quelque chose pour lui de simple à mettre en place dans une session. Donc ça, c'est des petits détails à droite à gauche, enfin des choses à faire, à ne pas faire, qui vont aider l'ingé son. Mais comme tu peux le voir, il y a des manières détournées de pouvoir arriver aux artistes avec lesquels tu as envie de travailler. D'ailleurs pour ça, si tu veux savoir vraiment comment faire, comment te développer à ce niveau-là, vraiment tu veux rentrer dans plus d'action par rapport à ça et que tu as vraiment envie de te donner, que tu es motivé, je te mets un lien en description dans lequel je vais te montrer ce qu'est l'architecture de trajectoire. Donc c'est quelque chose que moi je développe. Va y faire un tour, c'est en description. Je vais t'apprendre des choses là-dedans, j'en suis certain, pardon. Et tu vas avoir un peu plus d'idées de comment est-ce qu'on structure et comment est-ce qu'on fait pour développer une trajectoire de carrière de composition pour arriver à ses objectifs. Bref, dans la description. Sinon, si on peut résumer cette vidéo, premier point d'action sur lequel tu peux évoluer et travailler, ça va être le côté présentation.
il faut que tu paraisses, même si c'est pas forcément vrai. Et c'est pas non plus du fake it till you make it, hein. On n'est pas là pour être des menteurs, on n'est pas là pour raconter n'importe quoi aux gens. Juste pour dire, ma vie se passe bien, j'avance dans mon art, je me sens bien, j'ai mes projets, ça avance pour moi. C'est suffisant, il n'y a pas besoin d'inventer quelque chose. Et surtout, je ne l'ai pas précisé au début de la vidéo, mais surtout, il ne faut pas inventer n'importe quoi aux gens. Il ne faut pas tricher, il ne faut pas mentir aux gens, ça c'est n'importe quoi. Donc, juste expliquer qui tu es, expliquer ce que tu fais, expliquer, mais de manière tout à fait naturelle. T'es pas en recherche, t'es pas en galère, tu galères pas à trouver un truc ou je sais pas quoi, ou je sais pas... Enfin, non, t'es dans un truc où t'avances dans tes projets. C'est tout. Ça, c'est le premier point. Ça change déjà tout ton rapport. Aussi, arrêter d'idolâtrer les gens. Idolâtrer les gens, ça fait pas plaisir aux bonnes personnes. S'il y a quelqu'un qui est ravi que tu l'idolâtres, c'est que c'est une personne qui a un problème avec elle-même. Ça va se retourner contre toi. Deuxième chose, une fois qu'on a la capacité de bien se présenter et qu'on fait bien les choses pour attirer la confiance des gens, il faut aussi avoir la musique qui va avec. Pour ça, pareil, il faut avoir un catalogue solide. Et là, encore une fois, je te renvoie vers le lien en description. Parce qu'un catalogue solide, c'est essentiel. C'est moins important, on va dire, que le business pour créer des opportunités. Ça, c'est vrai. Mais par contre, une fois que tu as les opportunités, tu as intérêt à avoir un catalogue vraiment solide. Et en fait, ce catalogue, il va venir confirmer ta présentation. C'est-à-dire, si tu te présentes très bien mais que ton catalogue, il est rincé, tu passes pour un clown. Par contre, si tu te présentes très bien et qu'en plus ton catalogue, il est solide, tout le monde te prend au sérieux direct. Et la troisième action que tu peux faire, ça va être donc de réduire la friction. Et quand tu réduis la friction, que tu fais en sorte de mettre les bonnes stratégies d'accès en place pour arriver à des résultats qui te conviennent, bah forcément, tu atteins des vrais résultats. Donc ça aide aussi énormément pour pouvoir arriver à ce que tu as envie en termes, je sais pas, d'objectifs par exemple. Et moi je suis sûr que si tu respectes ces trois étapes-là, que tu travailles dans ce sens-là, tu vas avoir des résultats que tu pourrais pas avoir autrement. Bref, voilà pour la vidéo. N'oublie pas de t'abonner, on n'oublie pas la cloche aussi, c'est important pour moi. Le like évidemment, si tu peux me mettre un like, ça me fera plaisir. Y a quoi d'autre? Évidemment des commentaires pour me dire ce que tu en penses. Est-ce que c'est une vidéo qui t'a été utile ou non? Si elle t'a été utile, je veux bien que tu me le dises en commentaire. S'il y a des choses sur lesquelles tu as besoin de plus d'explications, de compréhension, n'hésite pas aussi à me poser la question en commentaire, c'est important. Et voilà, hein, moi ça me permet de référencer mon travail aussi. Quand vous mettez des likes, que vous vous abonnez, que vous mettez des coms, ça permet de faire découvrir aussi mon travail à d'autres personnes. Et comme je vous le dis dans pas mal de vidéos en conclusion, plus on est sur cette chaîne, plus moi je peux apporter des opportunités parce que visibilité. Et donc plus j'apporte des opportunités, plus vous, ça vous est bénéfique. Et ça peut être super intéressant pour vous aussi à partir du moment où j'ai un minimum de force de frappe, c'est-à-dire j'ai un minimum de votre aide à vous pour pouvoir ramener des opportunités, là on va en avoir et moi je vais me buter pour ça parce que pour moi c'est le but de cette communauté, en particulier sur YouTube en plus. Donc on n'oublie pas tout ça et en attendant je te dis à la prochaine vidéo.